Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce conseil municipal de février. On commence comme traditionnellement avec la première demi-heure ouverte au public avant de passer au conseil municipal en lui-même. Alors on n'a pas reçu de questions sur boîte mail, du coup il y a peut-être une ou deux questions parmi les personnes présentes. Sinon on va débuter le conseil municipal. Oui, on a une question. Merci. Oui, j'ai vu dans le cadre du futur collège Fleury-Acumois, qu'on souhaite évidemment, j'ai vu passer une demande de recours de la part de du président des jardins familiaux. Ma question, elle est celle-ci. De combien de temps ça va encore amputer l'arrivée de ce collège, ce type de démarche? Et peut-on faire quelque chose de correct en direction de la population pour les aviser de ces démarches nocives à l'encontre des enfants de Fleury, quoi? Je trouve que c'est quand même assez grotesque de la part de quelques-uns et très, comment dirais-je, très, très angoissant pour les enfants de continuer à persévérer dans une voie qui nous emmèneront à reculer d'autant la création d'un collège à Fleury. Et je trouve ça scandaleux. Merci. Bien, donc est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y en a pas d'autres, pour faire une réponse, on va dire rapide, effectivement. Bon, étonnamment, la dernière fois, au précédent conseil municipal en décembre, on avait eu quelques personnes des jardins familiaux ici présents, dont certains n'habitent pas à la commune, qui étaient présents, qui nous avaient informé qu'il y aurait des recours. Je m'étonnais de cette remarque, puisque nous n'en avions pas connaissance à l'époque. Eh ben, nous en avons maintenant connaissance. Visiblement, les mêmes personnes qui disent ne pas être contre le collège font en tout cas des recours contre toutes les étapes qui doivent mener au collège. Je laisse les citoyens seuls juges et maîtres des actes de chacun, et je laisse chacun responsable de ses actes. Nous, en tout cas, nous continuons d'avancer comme nous l'avons toujours dit et toujours fait. Nous avançons pour développer de l'écologie populaire dans notre ville en créant des jardins partagés, et on doit en inaugurer un 3e cette année. On en a fait 2 l'année dernière. Nous continuons d'avancer pour travailler à relocaliser les jardins familiaux et pour permettre de faire perdurer la pratique des jardins familiaux. Nous allons planter des arbres au Jon Marin. Donc on poursuit notre politique durable, écologique dans la ville, et aussi et surtout, on poursuit avec toute la détermination qui est la nôtre, le travail pour faire venir ce collège pour les jeunes Fleury-Acumois le plus tôt possible. Et parce qu'après, ce sera un équipement, une fois qu'il sera là, qui marquera des générations et des générations. Il faut bien se rendre compte qu'un collège, c'est 700 à 800 jeunes chaque année. Et il est vraiment temps qu'on ait ce collège à Fleury-Mérogis. Donc les citoyens jugeront et chacun est maître de ses actes. Voilà ce que je peux dire pour cette réponse. Et donc, on n'en a pas fini. Évidemment, c'est un long projet, un beau projet, et que nous mènerons à son terme. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je propose que nous commencions le conseil municipal donc, par l'appel. Donc, Olivier Corzani, présent. Roger Perret donne pouvoir à Alice Fuentes. Espérance Niari, présente. Rudy Sicharn, Alice Fuentes. Présente. Yves Guettari, Daniel Moisan, Nordine Medouni, Isabelle Durand, Ghislaine Laruelle, Maria Bernardo, Annie Marcet donne pouvoir à Daniel Moisan, Christian Darras, Martine Goissens donne pouvoir à Nordine Medouni, Jeannette Otto, Didier Gaba, Rudy Gastrin, Laurent Doisselet, Aline Thiol,
Marie-Gisèle Belzine donne pouvoir à Rudy Sicharn. Tiffaine Valderon. Sami Toumi donne pouvoir à Espérance Niari. Isha Mouba. Mamadou Sakho. Il est pour le moment absent, peut-être en retard. Sati Ital donne pouvoir à Isabelle Durand. Mélanie Barbou donne pouvoir à Isha Mouba. Julien Corzani. Madiou Matandia. Sophia Mejri et Albert Lavenette. Et la secrétaire de séance sera Jeannette Otto. Alors, pour commencer, nous avons donc les décisions qui recoupent deux aspects principaux. Le premier, globalement, concerne des appels d'offres pour la construction du futur groupe scolaire, dont vous avez vu le début du chantier à côté de la rue Marc Chagall. Ça borde la rue Marc Chagall. Donc, on a un certain nombre de décisions liées à l'appel d'offres de cette école et un certain nombre de conventions qui concerne principalement la culture. Voilà ce qu'on peut dire pour ces décisions. Sur le procès verbal du compte-rendu du précédent conseil municipal du 21 décembre 2021, je ne sais, y a-t-il des remarques, des questions ? Non. Du coup, je propose de passer à notre premier vote de la soirée. Qui vote pour approuver ce procès verbal du précédent conseil ? Unanimité, je vous remercie. Avant de passer au point numéro 1, nous avons une motion que nous souhaitons lire un peu en introduction de ce conseil. Alors, pour information à toutes les personnes, les milliers de personnes qui nous regardent, la direction de la SNCF a entamé une politique assez ferme de fermeture de guichets, de suppression de postes et de personnel dans un nombre significatif de gares en Essonne. Et donc, notre motion a pour but d'indiquer à la direction du transport francilien que nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche, nous nous y opposons. Voilà. Donc, ça concerne quand même un total de 36 gares en Essonne. C'est significatif. Donc voilà ce que dit la motion. La direction du RERC a fait part de sa volonté de fermer des guichets dans 17 gares de la ligne C, en Essonne, ainsi que de réduire la présence humaine sur 19 autres gares. Ainsi, plusieurs guichets sont menacés d'une fermeture définitive d'ici juin 2022. Je m'excuse, mais c'est beaucoup trop compliqué avec les masques. D'ici juin 2022, des gares comme Lardy, Breuillé, Saint-Martin-d'Étampes, etc., etc. Tandis que les plages horaires pour d'autres seront considérablement réduites à 2 ou 3 jours par semaine, comme par exemple Marolles ou Bourret-sur-Jougne. Cette décision, motivée par une volonté de réduire les coûts au détriment de la qualité du service rendu aux usagers, aura des conséquences en matière d'emploi, d'information aux voyageurs et d'accès à la billetterie pour les usagers subissant encore la fracture numérique. Dans ce contexte, l'ensemble des élus du conseil municipal souhaite réaffirmer son attachement à ce service public de proximité et sa volonté que le guichet de l'ensemble des gares desservies par le RERC demeure ouvert et accessible. Cette affirmation s'appuie sur plusieurs constats. Les agents présents au guichet, outre la vente des billets, assurent aussi une présence rassurante, une forme de sécurité pour les voyageurs et forment le dernier interlocuteur de proximité, notamment lors des situations de transport dégradé, afin d'apporter des conseils et des informations, mais aussi en cas d'incident ou d'accident. De nombreux usagers ponctuels, notamment parmi nos aînés, mais ne maîtrisent pas toujours les codes informatiques que requiert l'achat numérique des billets, et notamment dans un contexte où les distributeurs en gare dysfonctionnent très régulièrement. La justification d'un faible nombre d'usagers au guichet résulte déjà d'un service déjà défaillant, tant en raison du nombre trop faible de plages d'ouverture que des difficultés pour la SNCF d'assurer ses horaires par manque d'effectifs. L'ensemble des élus du conseil municipal réaffirment que le maintien de l'ouverture des guichets répond à un souci d'égalité territoriale, alors que les habitants de notre commune paient le même tarif pour leurs billets que les usagers de l'hypercentre métropolitain comprendre Paris-Centre, pour un service déjà bien moins attractif
est beaucoup plus défaillant. Le retrait des guichets constituerait une nouvelle atteinte au principe d'égalité territoriale et renforcerait encore davantage la périphérisation de la Grande Couronne, à qui l'État exige toujours plus de logements et permet la fermeture de toujours plus de services de proximité. Aujourd'hui les guichets, et à Fleury-Mérogis, pourquoi pas demain la Poste. Une volonté de défendre un service public universel, accessible à tous les usagers, quel que soit leur âge, leur situation et leur habileté, avec les nouveaux usages numériques. Voilà pour la motion que nous proposons et que nous soumettons au conseil municipal. Je vous propose du coup d'approuver cette motion. Qui vote pour? Je vous remercie. Unanimité. Nous passons au point numéro 1 de ce conseil municipal. Alors nous avons 4 points dans ce conseil municipal, mais le point 1 est relativement important, puisqu'il concerne le rapport d'orientation budgétaire. Vous savez que dans une année d'exercice, on a 3 grands moments liés au budget de la commune. Ces 3 grands moments commencent par le rapport d'orientation budgétaire, que nous allons détailler maintenant. Nous avons ensuite le vote du budget, qui sera dans un prochain conseil municipal, et enfin le vote du compte administratif, qui clôture les comptes de l'année précédente. Ce rapport d'orientation budgétaire est une étape toujours attendue, toujours importante dans la vie démocratique d'une commune, puisqu'il s'agit à ce moment-là de fixer les orientations de l'année que fixe l'équipe municipale, et donc de fixer aussi les enveloppes vers leur destination et comme le nom l'indique, leur orientation. Évidemment, le ROB de chaque année s'inscrit dans une politique globale d'un mandat et donc décliné chaque année avec le temps fort que représente le ROB. Donc nous avons prévu un petit PowerPoint pour essayer de le rendre un peu plus, on va dire, visuel et attractif pour les personnes présentes et qui nous regardent. Alors, donc je propose après la première slide de passer à la slide suivante qui revient un peu sur le contexte économique global. Donc sur ce contexte économique, puisqu'évidemment les finances d'une commune ne sont pas une bulle déconnectée du reste du monde. Les finances d'une commune, d'abord un budget, ça a un début et ça a une fin. Aucun budget n'est illimité. Et les finances des communes s'inscrivent dans un contexte départemental, régional, national et beaucoup plus global, qui nous impacte très directement. Sur la zone euro, donc le contexte du budget 2022 s'inscrit, on est toujours dans une période de pandémie. Donc ce contexte de la zone euro s'inscrit d'abord et avant tout dans un contexte de pénurie des matières premières, qui est une des premières conséquences visibles et fortes de la crise du Covid-19. Malgré tout, l'année 2022 semble être une année qui s'annonce une année en rupture avec l'année précédente, l'année précédente était une année de récession. L'année qui vient devrait être normalement une année de croissance, et la croissance estimée des pays de la zone euro devrait atteindre grosso modo 4% en 2022. Vous avez normalement quelques chiffres derrière moi. Concernant la France, on sent un rebond économique, et du coup nous estimons les chiffres donnent une croissance potentielle pour 2021 à plus 6% et qui devrait du coup se poursuivre en 2022 et permettre une réduction du déficit public autour de 4,8%. Je regarde si nous sommes raccord avec la slide, tout se passe bien. Donc nous avons une inflation qui depuis le milieu d'année précédente, qui s'inscrit dans le paysage économique, avec pour conséquence une hausse des prix à la consommation d'environ 2%, et principalement aussi une flambée, vous avez certainement entendu parler dans les médias, une flambée des cours de l'énergie. Alors 14% sur un an, c'est une moyenne. 14%, c'est énorme en termes de moyenne nationale. Localement, ça nous fait des conséquences importantes qui dépassent parfois les 20%.
Donc on est dans un contexte de reprise économique, pour résumer un peu, mais de flambée des prix, et ce n'est pas neutre sur le budget municipal. Concernant l'emploi, l'INSEE annonce un rebond massif de création d'emplois après des pertes importantes. Notamment, il est estimé à environ 550 000 emplois salariés créés sur l'année, pour 300 000 destructions d'emplois en 2020. Il faut malgré tout pondérer ces créations d'emplois. On ne connaît pas bien encore la nature de ces emplois. Est-ce qu'ils sont précaires? Est-ce qu'ils sont durables? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans le temps ou pas? Toutefois, voilà, ce sont des chiffres qui sont plutôt intéressants. Sur la slide suivante, donc, on a évidemment des inconnus qui perdurent. Je le disais, sur l'embellie, en tout cas indiquée comme telle, du marché de l'emploi, on ne connaît pas encore la nature précise des emplois et s'ils s'inscrivent dans le temps. Et sur Fleury-Mérogis, ou sur des villes qui ont la typologie de Fleury-Mérogis, c'est-à-dire des villes populaires, le taux de chômage, déjà touché par un fort taux de chômage, le taux de chômage a augmenté. Il reste élevé, notamment pour les femmes et pour les jeunes. Et on connaît une situation qui était déjà fragile et qui s'est fragilisée davantage. Donc vous avez derrière un peu les interrogations du moment qui perdurent sur les sujets économiques et d'emploi. Sur la slide suivante, nous arrivons donc sur la loi de finances, puisque notre budget s'inscrit, comme je le disais, dans un paysage national qui découle d'une loi de finances. Donc il s'agit du dernier budget voté par le président Macron et donc du quinquennat Macron. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette loi de finances pour une dernière année de mandat? Pas grand-chose. C'est qu'en gros, les enveloppes seront ni augmentées ni diminuées. Elles seront à peu près maintenues. On a une petite hausse de transfert financier de l'État vers les collectivités, mais en fait, c'est simplement une mécanique financière, puisqu'on a un transfert de fiscalité. Vous savez par exemple qu'on ne touche plus la TH, la taxe d'habitation, et que l'État avait dit qu'il la compenserait. Donc c'est simplement une compensation, mais on n'a pas de hausse de transfert financier, on n'a pas de hausse nette et réelle de transfert financier de l'État vers les collectivités. Alors on vous a mis, vous avez derrière les concours de l'État, les dotations de l'État en direction des communes, en tout cas celles qui nous concernent, Fleury-Mérogis, il y en a d'autres, mais on a retenu celles qui nous concernent. Donc vous avez, ça c'est pour donner des éléments un peu de définition de ce qui structure nos budgets, en dehors de la fiscalité locale et des ressources des services. Donc on a l'État qui nous verse chaque année ce qu'on appelle de la DETR, vous ne l'avez pas derrière, mais de la dotation globale de fonctionnement, de la dotation de soutien à l'investissement local. Nous avons le FCTVA qui vient compenser une partie de la TVA. Et j'en ai oublié aucune. Ça, c'est les éléments donc, de principale dotation de l'État vers les collectivités. Ensuite, pour la slide suivante, donc nous avons une situation qui reste évidemment fragile. Nous avons affronté la crise sanitaire et nous sommes toujours en crise sanitaire. Et du coup, les conséquences très concrètes de cette crise sanitaire, c'est qu'un certain nombre de services n'ont pas pu fonctionner. Je pense à certaines périodes, je pense aux centres de loisirs, je pense aux crèches et autres, que du coup on a une baisse significative de recettes, qu'on a eu une hausse de dépenses qui n'était pas anticipée, qu'on avait anticipée dans le budget précédent, mais qui n'était pas anticipée en début de mandat, et une hausse notamment liée aux impacts sociaux de la crise du Covid, qu'on essaye de limiter, d'accompagner, et aux impacts sanitaires. Donc les dotations en masques régulières des services municipaux, toutes les propositions de politique sociale que nous mettons en œuvre, les Noëls solidaires et autres, tous ces aspects-là, évidemment, sont des coûts utiles et nécessaires pour la population, mais qui n'étaient pas forcément anticipés en début de mandat, puisque forcément on ne savait pas qu'on allait avoir une crise sanitaire à gérer. Et donc tout ça a des impacts significatifs sur le budget. Ça c'est pour le contexte. Sur la slide suivante,
on vient sur les grandes orientations retenues par l'équipe municipale pour cette année, donc dans notre rapport d'orientation budgétaire, comme je l'ai dit, qui s'inscrivent dans des orientations évidemment sur l'ensemble du mandat. Pour cette année, donc les orientations budgétaires, les grands objectifs des orientations budgétaires concernent un haut niveau d'investissement dans le champ des politiques éducatives, de l'action sociale, de la démocratie, de la nature en ville, de la jeunesse et de nos aînés, une attention particulière aux besoins sociaux pour répondre à l'urgence économique et sociale. J'en parlais tout à l'heure, c'était déjà vrai avant la crise, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Et enfin, un service public que nous essayons de rendre toujours plus souple, toujours plus proche des citoyens et des habitants et qui répondent au mieux à leurs problématiques et à leurs préoccupations. À savoir, on le verra dans la dernière slide, mais que pour assumer tout ça, et malgré le contexte que j'ai indiqué, hausse du coût de l'énergie, difficultés sociales et coûts sanitaires importants, la majorité fait le choix de ne pas voter d'augmentation de taux d'imposition sur les résidences principales cette année. Donc concrètement, sur la slide suivante, les intentions, les objectifs énoncés se déclinent très concrètement par des chiffres. Il ne s'agit pas d'avoir que des paroles. Donc concernant le sujet de la priorité à l'éducation, à la nature en ville et aux autres sujets que j'ai évoqués, on a effectivement pour cette année un investissement très significatif, donc sur 2022-2023. Vous imaginez bien, c'est l'école qui va absorber une part importante du budget. Pour vous donner une idée, c'est quasiment plus, enfin c'est même pas quasiment, c'est sûr, c'est plus de 10 millions d'euros pour cette année d'investissement. Donc c'est un investissement significatif. Je rappelle que cette école regroupe une école élémentaire maternelle, un nouveau centre de loisirs maternel et une nouvelle cuisine centrale, puisque la cuisine de Langevin étant un peu à bout de souffle, il s'agissait soit de la rénover complètement, soit d'en créer une nouvelle, soit de passer avec un prestataire. Et nous avons donc retenu le choix de créer une nouvelle cuisine centrale neuve. Et donc tout ça a un coût. Donc l'investissement pour l'année 2022 sera de plus de 10 millions d'euros sur cet équipement. C'est donc un engagement et un investissement significatif pour l'éducation des enfants. J'en profite pour aussi annoncer une bonne nouvelle. Vous l'avez su ou pas, mais la ville a été labellisée cité éducative. Nous avons déposé un dossier en commun avec deux autres communes, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge. Et donc ce label cité éducative va nous permettre de dégager un budget pour des actions supplémentaires en direction de l'éducation des enfants. Donc concernant la jeunesse, nous sommes dans l'année 2022 où nous allons rouvrir le PIGE, équipement attendu et utile. Et nous prévoyons la création d'un espace de street workout, dont équipement de sport de rue, si je peux le définir comme ça. Soit un crédit, quand même, on ouvre un crédit pour cet équipement de 100 000 euros. Concernant la poursuite de notre politique en direction de l'accueil petite enfance, donc je parle des 0-3 ans, nous avions déjà, il y a 2 ans de ça, il y a 1 an et demi, ouvert, transformé une crèche en multi-accueil, le multi-accueil Émile Picler, qui avait permis d'ouvrir des places en crèche supplémentaires. Et donc cette année, nous allons entamer la transformation de la crèche familiale en multi-accueil pour un montant quand même de 500 000 euros. Et donc pour une création de 30 places en crèche supplémentaires. Et nous investissons aussi, en tout cas nous avons décidé de dédier une enveloppe à la place de la nature en ville, je l'évoquais. Donc on a la plantation d'arbres Bonjon-Marin, on a un 3e jardin partagé qui va être bientôt inauguré au 1er semestre 2022. Et nous avons aussi de l'argent que nous consacrons à la relocalisation des jardins familiaux, puisque, je vous l'ai dit, c'est un sujet sur lequel nous sommes investis. Et donc, nous mettons concrètement de l'argent
sur cette hypothèse que nous travaillons à rendre réalité. Concernant la culture, nous augmentons les crédits dédiés aux arts et à la culture dans la ville de 30%. Sur la slide suivante, puisque c'est pas fini pour l'année, c'est une année riche. C'est une année aussi qui sera consacrée à la lutte contre les incivilités, avec notamment le projet de vidéosurveillance. Donc il s'agit de débloquer un budget important, puisque nous prévoyons une enveloppe d'1 million d'euros, sur laquelle, alors là on parle des enveloppes que nous prévoyons, de l'argent qui doit sortir. On a aussi évidemment l'enveloppe de l'argent qui doit rentrer, mais là on est dans ce que nous prévoyons au regard du budget. Et donc sur la vidéosurveillance, on prévoit une enveloppe d'1 million d'euros et sur laquelle nous allons aller chercher aussi des financements. Il faut savoir que c'est des dossiers complexes et longs à monter, donc on verra aussi le financement que nous arrivons à obtenir là-dessus. En tout cas, on espère débuter le chantier d'ici le dernier trimestre 2022. Sur le cadre de vie, donc quand je dis cadre de vie, c'est des sujets qui sont montés assez fortement l'année passée. Je pense par exemple à la dératisation, celui-là et d'autres sujets. On prévoit une enveloppe de 30 000 euros, c'est significatif. J'en profite si jamais on a des personnes qui nous regardent et qui sont sensibles à cette question. On peut prévoir toutes les dératisations du monde, mais si on continue de jeter des déchets alimentaires par terre, les dératisations seront inefficaces et serviront à rien, et on sera en permanence en train d'en refaire. Quand je dis alimentation, je le dis au sens large, y compris le pain pour les pigeons, enfin tout ce qu'on peut jeter. Il faut le mettre dans les ordures ménagères et dans les containers et les poubelles dédiés à ça. Et surtout pas par terre et dans la rue, parce que ça favorise la prolifération des nuisibles et particulièrement des rats. Donc en tout cas, on dédie une enveloppe conséquente sur l'année sur ce sujet. Sur la médiation, je parlais tout à l'heure la lutte contre les incivilités avec le plan sur la vidéoprotection. Alors qu'on soit clair, on dédie une enveloppe cette année sur la vidéoprotection. L'idée, c'est pas d'arriver, en tout cas, nous n'arriverons pas au bout du projet de vidéoprotection à la fin de cette année. C'est un projet qui va se mener sur plusieurs années. Sur la médiation et la sécurité, donc on travaille à la création d'un service d'agents de médiation. Et surtout, nous avons des ASVP dont nous espérons qu'ils s'inscriront sur le territoire dans un temps relativement long, qui permettra d'entamer un travail utile. Mais du coup, il nous faut un équipement pour accueillir ces nouveaux services. Et donc, on a investi aussi cette année dans un équipement dédié, soit une enveloppe de quasiment 700 000 euros. Alors, on a le 18 mars prochain le rendu de l'étape de démocratie locale qu'on a menée la fin d'année passée, la grande concertation Décidons-Fleury. Il y a un certain nombre d'annonces qui vont être faites, mais quand même, est revenu fortement dans ces réunions et dans les ateliers la question des déplacements doux et de la circulation sur la ville, la circulation piétonne et vélo. Et donc, on va du coup dédier une étude à sur ces questions, pour essayer d'avoir un schéma directeur de déplacement doux sur la commune, puisque c'est des projets de long terme qui se mèneront sur plusieurs années. Donc l'idée, c'est d'avoir un schéma directeur sur les déplacements de la commune. 2022 va être également l'année où nous allons commencer à entamer un travail de refonte complète de ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, qui va être retravaillé. Il faut savoir là encore que c'est une démarche qui se compte en années, 1 an et demi à 2 ans, la démarche complète, puisqu'il s'agit de revoir de fond en comble, le plus actuel étant relativement permissif et relativement favorable aux promoteurs immobiliers. Donc l'idée sera de le rendre beaucoup plus contraignant et d'intégrer évidemment les attentes, de le travailler avec les habitants. Sur la slide, dernière slide de présentation de ces chiffres et de déclinaison de toutes ces orientations,
Il s'agit de promouvoir, je le disais tout à l'heure, toutes les formes de solidarité et de lien social. Alors, en dédiant une enveloppe sur la démocratie locale, nous l'avons fait depuis le début de ce mandat et donc nous continuons avec une enveloppe d'environ 30 000 euros. On s'est engagé également à la création d'un centre social qui nous fait beaucoup défaut sur cette ville. Et donc, nous arrivons dans l'année où nous allons devoir préfigurer le centre social. Et donc, ça va se faire en étapes. Là aussi, c'est des sujets qui se comptent en années. Et il s'agit pour nous de prévoir l'ouverture d'un centre social provisoire avant d'avoir le centre social définitif. Donc, on dédie une enveloppe de 30 000 euros pour ce centre social provisoire. Enfin, sur les sujets de santé sur lesquels nous ne sommes pas absents, l'idée c'est de préparer un contrat local de santé, donc un diagnostic est en cours. Et donc ce diagnostic socio-sanitaire qui va être réalisé nécessite une enveloppe de 30 000 euros. Voilà ce que je peux dire brièvement sur la présentation de toutes ces enveloppes et de toutes les dépenses de l'année. Qui décline un peu les objectifs que nous avons évoqués. Évidemment ce sont des enveloppes, ce sont des moyens, mais derrière, c'est aussi une démarche que nous souhaitons faire vivre. Et donc la démarche, la façon de mener le travail, on va le mener comme nous savons le faire et comme nous avons pris l'habitude de le faire, c'est-à-dire en concertation et en dialogue avec les habitants. En tout cas, on voit les projets qui commencent à se préciser et des projets significatifs. Je pense à Décinon-Fleury qui était une étape importante et qui donnera lieu à d'autres étapes. Alors maintenant, si nous passons sur la slide suivante aux résultats estimatifs encore, même si on a une idée quand même relativement précise du résultat de l'année 2021. Bon, c'est pas grave. Donc on passe, on aura bien une slide à un moment sur le résultat estimatif 2021. Sur l'objectif 2022, notre budget s'inscrit dans la maîtrise des dépenses et la recherche, je le disais tout à l'heure, accrue de financement. L'idée pour nous, c'est de dégager évidemment le maximum de marge de manœuvre financière pour pouvoir investir. Je le disais, dans des projets nouveaux, mais aussi et surtout, ce n'est pas les sujets qui manquent. On a un patrimoine communal qui est fatigué, qui est vieillissant, qui a besoin d'être rénové. On a de l'investissement voirie à faire de façon assez significative. Et donc l'idée, c'est de contrôler et de contrôler les dépenses tout en essayant d'augmenter au maximum les recettes. Donc si on passe à la slide qui vient, voilà. Nous avons raccroché sur les résultats estimatifs. Donc on a une proposition qui est une proposition prudente de reconduction en fait des ressources de 2021. Pour l'instant, on n'anticipe pas une augmentation de ces ressources. On essaye de rester prudent sur le budget. On préfère avoir de bonnes surprises que d'anticiper des augmentations qui n'auraient pas lieu, et auquel cas ce serait de très mauvaises surprises. Donc concernant la dotation de solidarité communautaire, parce que l'agglo aussi, en plus de l'État, verse à la ville deux fonds. On a la DSC que nous prévoyons à 259 000 euros, 259 716, et la compensation pour la taxe professionnelle à 2 942 578 euros. Vous avez ensuite sous les yeux l'évolution 2019 jusqu'à 2021, donc en passant par 2020, du produit des services, donc ce que payent les usagers quand ils utilisent les services municipaux, la crèche, la cantine, le centre de loisirs et autres. Donc vous voyez qu'en 2019, on avait des recettes de services qui s'approchaient de 850 000 euros, et qu'en 2020, ces 850 000 euros passent à 637 550.
et 530 468 en 2021. Donc nous prévoyons, pour être prudent, nous prévoyons une recette de service à 600 000 euros pour 2022. Alors cette baisse, elle s'explique, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Et vous voyez, elle est très concrète, puisqu'on passe entre 2019 et 2020 de 850 000 à 637 000, donc plus de 200 000 euros de diminution et 100 000 euros de plus en 2021, soit 300 000 euros sur 3 ans. Donc c'est des conséquences importantes. En l'absence de notification pour la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement concernant l'État, on prévoit donc de reconduire les sommes perçues en 2021, soit 1 715 160 euros. Sur le contexte local de l'évolution 2017-2021 des principales dotations et taxes, normalement, donc c'est la slide qui suit. Voilà, nous sommes parfaitement bien calés. Alors, il y a un sujet important sur ces évolutions de dotation. Donc, on a choisi, je vous l'ai dit, sur ce qui concerne la DGS, la DSU et le SRIF et la CAVO, de reconduire ce que nous avions perçu en 2021. Vous constatez que le total général est en augmentation, alors pour différentes raisons. D'abord, on est arrivé au maximum maintenant, on est à plein régime de population, c'est-à-dire que les joncs marins ont été livrés et les habitants sont là. Et nous avons aussi des augmentations significatives du fonds de solidarité régionale et de la dotation de solidarité urbaine. Alors c'est une bonne nouvelle d'avoir de l'argent en plus, mais ces deux fonds en fait sont révélateurs, on va dire, d'un appauvrissement de la commune, de difficultés rencontrées par la commune, pas difficultés sociales, et donc c'est un accompagnement, c'est ce qu'on appelle de la péréquation, ce qui veut dire que plus ces dotations augmentent, plus ce sont des indicateurs de difficultés, donc c'est pas forcément négatif, pas forcément positif, pardon. Sur l'évolution de la masse salariale, donc sur 2022, on prévoit, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement en langage administratif, le chapitre 012. On prévoit de l'augmenter de 2% parce que vous avez un phénomène chaque année naturel, ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse, et donc c'est le vieillissement naturel des agents qui fait que certains augmentent de grade, et donc il y a un peu d'évolution salariale, et on a aussi le recrutement d'agents. J'en parlais tout à l'heure, par exemple les médiateurs. Nous avons eu le plaisir d'enfin recruter une direction des ressources humaines. Donc voilà, on structure un peu l'encadrement de la commune, mais tout ça a des conséquences, même si 2% d'augmentation reste quelque chose de très limité et mesuré. Pour donner quelques chiffres et quelques repères, donc sur la moyenne de la strate communale, nous sommes sur une strate entre 10 et 20 000 habitants. Le chapitre 012, donc la masse salariale, correspond à estimer à 73% du budget, c'est important. La moyenne de la strate est à 60%, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont en dessous et d'autres au-dessus. Il faut regarder cette moyenne non pas au prévisionnel, mais au réalisé. Et donc sur le réalisé, on n'est plus à 73, mais à 68%. Je l'ai dit parce qu'il y a des postes qui n'étaient pas occupés depuis un certain temps, en tout cas sur lesquels on avait des annonces, mais où le poste n'était pas pourvu. Je prends l'exemple de la direction des ressources humaines, c'est un très bon exemple. Mais nous sommes quand même dans une fourchette et un étiage haut. Quelques chiffres aussi sur la structure des effectifs communaux. Donc nous avons 265 agents permanents pour un total d'agents qui tourne à peu près à grosso modo 350. Sur ces 265 agents permanents, on compte 71% de titulaires de la fonction publique, donc 29% qui ne sont pas titulaires. Voilà ce que je peux dire.
Et si on regarde dans le genre, nous avons 76% de femmes et 24% d'hommes. Concernant les filières, 6% des agents sont catégorie A, 12% sont catégorie B et 81% sont catégorie C. Voilà ce que je peux dire un peu rapidement sur la structure des effectifs. Information importante pour l'instant, on est encore un peu dans l'attente sur ce sujet, mais on a une loi du 6 août 2019 que nous avons votée au précédent conseil municipal en décembre dernier. C'est une loi en fait sur le temps de travail des agents de la fonction publique, loi dite des 1607 heures qui peut impacter les heures travaillées par les agents, qui l'impacte même significativement. Et donc on a fait une délibération. On attend de savoir l'issue de cette délibération. Voilà ce que je peux dire brièvement. Concernant les charges de gestion courante, nous les maintenons au même niveau qu'elles étaient, et notamment les subventions consacrées aux associations, qui sont donc où nous prévoyons une enveloppe totale pour l'ensemble des associations de 200 000 euros. Ensuite, nous avons alors les provisions pour créances douteuses. Ça, c'est pour faire simple, c'est quand vous avez des faillites d'entreprise ou autres et qu'elles ne peuvent plus payer leurs cotisations. Du coup, il faut prévoir des provisions pour créances douteuses. On les provisionne, on les prévoit à hauteur de 50 000 euros, du fait de la crise notamment. Concernant la section d'investissement, on a un certain nombre, donc je vais vous donner un certain nombre de chiffres. Alors voilà, juste si vous pouvez revenir à la slide précédente. Voilà, donc je vous laisse un peu prendre connaissance du tableau et je reviendrai dessus ensuite. Sur la section d'investissement, puisqu'on a le budget de fonctionnement qui concerne les salaires et le budget d'investissement qui concerne ce que j'évoquais précédemment, l'investissement dans les équipements et autres. Du coup, nous avons... la clôture budgétaire n'est pas finie, mais globalement quand même, le résultat de l'exercice sans les reports est estimé à 1 500 000 euros. Les opérations d'ordre entre sections à 450 000 euros. Et du coup, chaque année, on prévoyait déjà un autofinancement, un objectif de fixer l'autofinancement à 500 000 euros. Cette année, il est largement atteint. On le voit derrière sur le tableau, mais je reviendrai dessus après. Et on prévoit, du coup, nous prévoyons un montant d'1 million d'euros pour l'autofinancement. Voilà, concernant le FCTVA, pour 2022, les estimations s'établissent à 220 000 euros. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur le FCTVA, c'est parce que les communes ne payent pas l'intégralité de la TVA, l'État en reverse une partie. Et du coup, on l'estime à 220 000 euros pour l'année qui vient. La taxe d'aménagement à quasiment zéro, puisque nous l'estimons à 10 000 euros. Enfin, sur certaines dépenses obligatoires ou prioritaires, donc 94 000 euros liés à règlement de certains dossiers qui maintenant datent un peu, mais sur le versement qui n'aurait pas dû avoir lieu de la taxe d'aménagement il y a quelques années maintenant, de 380 000 euros sur les emprunts et dettes assimilées. Bon, je ne reviens pas sur les 3 000 euros d'écriture d'ordre. Les 641 000 euros de report entre les chapitres 20 et 21. Et enfin, on prévoit 2 enveloppes de 500 000 euros pour une acquisition foncière ou immobilière si l'occasion se présentait, et 500 000 euros consacrés au renouvellement du matériel municipal, mobilier, informatique, véhicules et autres. Voilà ce que je peux dire. Alors, je parlais tout à l'heure de ressources également. Donc la dotation de solidarité à l'investissement, nous avions obtenu une enveloppe de 149 000 euros. Il s'agit maintenant de lancer les deux investissements dédiés à cette enveloppe pour prétendre au versement de cette enveloppe et concerne notamment des travaux de rénovation thermique
que nous allons flécher pour les groupes scolaires. Et particulièrement, dans un premier temps, l'école Curie. Voilà ce que je peux évoquer. Donc le tableau derrière moi est particulièrement important et significatif. Et vous avez même la courbe qui fait parler ce tableau. Alors, sur cette courbe, vous observez, elle date de 2016. Donc en bas à gauche, nous sommes en 2016 et en haut à droite, nous sommes en 2022. Avec 2021 et 2022. La courbe que vous observez derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'épargne nette ou l'autofinancement net de la ville. Vous remarquez qu'en 2016, l'autofinancement net de la ville était en dessous de zéro. 2016-2017, on était à moins 478 000 euros. 2017, moins 387 000 euros. Donc les deux premiers points. Le trait du milieu, c'est le trait 0. Et on a ensuite une situation qui flirte avec le 0 entre 2018 et 2019-2020, où nous sommes à 355 000 euros en 2018. En 2019, 289 000 euros. Et en 2020, 468 000 euros. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en 2019, mais quelque chose me dit qu'il y a eu une élection. Et en fait, depuis que nous essayons d'avoir de la rigueur au niveau du budget, vous observez que 2020, 2021 et 2022, on a une augmentation significative de l'autofinancement net. Notamment en 2021, où le résultat est particulièrement intéressant, avec un autofinancement net à 2 740 000 euros, grosso modo. Donc nous sommes passés en 2016 de moins 478 000 euros à 2021 à plus 2 700 000 euros. Je le dis parce que c'est important, sans cette rigueur, le projet d'école ne pouvait même pas exister. Vous imaginez bien quand vous allez voir les banques pour faire un prêt et que vous avez des chiffres qui flirtent avec le zéro, même si vous leur dites qu'une école c'est important pour les enfants, les banques elles regardent avant tout les chiffres et elles voient que vous n'êtes pas en capacité de payer votre emprunt et donc elles ne vous donnent pas d'argent. Ensuite en 2022, cet autofinancement net redescend parce que justement nous payons l'école et donc on va devoir faire un prêt que nous essayons de travailler à rendre le plus limité possible, mais nécessairement on ne peut pas sortir 10 millions d'euros en une année sans qu'il y ait une part de prêt, même si pour l'instant sur les financements de l'école, on est à un peu plus de 5 millions d'euros que nous avons été chercher, ce qui est quand même plus que significatif et intéressant. En tout cas, je vous laisse apprécier la courbe derrière, elle parle d'elle-même. Et donc je tenais à souligner le travail et des élus qui font contraindre parfois dans leur enthousiasme, mais aussi et surtout des services municipaux qui font un travail de rigueur dans le bon sens du terme, qui n'est pas de la rigueur de l'austérité, mais qui est de la rigueur, c'est-à-dire un cadre fixé à respecter avec de l'instruction budgétaire, et ça permet in fine d'investir dans des équipements. Voilà ce que je peux dire sur la structuration de la dette en l'état actuel. Elle est stable et rien de particulièrement significatif. Ce que nous allons travailler avec cette école, c'est de cumuler, en tout cas de faire un prêt global et de ne pas rajouter un nouveau prêt, mais d'inclure l'ancien prêt avec le futur. Je le disais, l'idée étant d'avoir le prêt le plus faible possible. Donc ce qu'on peut conclure de ce ROB pour cette année, c'est que d'abord l'autofinancement net est plus qu'intéressant. Alors vous avez vu que ça a été la courbe augmente de façon, on va dire, significative en l'espace de 3 ans. Elle peut redescendre aussi vite, voire plus, si on n'y prête pas attention. Il ne s'agit pas de se dire que nous avons trop d'argent, nous n'en avons jamais assez. Mais il s'agit de dire que nous sommes dans une situation pour l'instant vertueuse et qu'il s'agit d'y rester. Et donc ça nécessite de maintenir la rigueur
que nous avons commencé à entamer et de maintenir le travail sur les ressources, sur la recherche de ressources. Donc, malgré le contexte incertain à plusieurs titres, au titre de la pandémie qui pour l'instant perdure, au titre des prochaines élections présidentielles, qui nous laissent malheureusement sur une inquiétude de serrage de vis par le prochain gouvernement. Et malheureusement, les serrages de vis se font souvent au détriment des collectivités locales et des communes. Donc malgré ces incertitudes, nous faisons le choix et nous l'assumons de faire le choix de l'attachement au service public, à l'investissement pour enrichir le patrimoine de la commune et surtout de l'investissement utile aux habitants. Voilà, pour nous, premier moyen et moyen essentiel pour maintenir et la cohésion et surtout le développement des services nécessaires à la population. Donc nous sommes dans une vraie politique de rattrapage. Je l'ai dit, les projets que nous menons, c'est des projets de rattrapage par rapport à l'état des lieux de la ville. Et pour l'instant, je trouve que c'est un robe plutôt enthousiasmant pour cette année, de nombreux projets qui découlent, je le disais, du travail des uns et des autres. Et je vous en remercie tous. Chers collègues, il est du coup demandé aux membres du conseil municipal, en prenant acte et en votant pour la prise d'acte de ce ROB, de réaffirmer la volonté de promotion du service public dans un cadre financier qui n'est pas simple pour les collectivités locales, et donc de voter pour la prise d'acte de ce ROB 2022. Voilà ce que je peux dire brièvement. Qui vote Aline, tu as une question ou une remarque? Non? Tu anticipes le vote, c'est ça? D'accord. Julien, tu as une question ou une remarque? Moi, j'ai une petite remarque. C'est juste... alors, c'est un ROB évidemment très intéressant, mais juste peut-être un rappel sur le fait qu'une collectivité territoriale ne peut pas engendrer de bénéfices. C'est-à-dire que tout ça sont des choix politiques que l'on fait, que l'on assume, mais du coup, on ne peut pas dépenser de l'argent à outrance. Ce sont des choix assumés politiques qu'on fait. C'est pas on n'a pas de l'argent à l'infini comme ça a été montré. Et du coup, le budget d'une commune se doit d'être à l'équilibre. Je le dis parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais voilà, une ville ne peut pas être bénéficiaire. Voilà, c'était juste pour ça. Tout à fait, c'est pas l'objet, c'est pas son objet et c'est pas sa vocation. Bien, et écoutez, je vous propose du coup de voter la prise d'acte de ce rapport, bien, qui vote pour tous ces beaux projets et le budget tel qu'il est, l'Europe tel qu'il est présenté. Unanimité, je vous en remercie. Alors, nous avons ensuite le point 2 qui va être beaucoup plus court puisqu'il s'agit du pacte de gouvernance entre Cœur-Essonne Agglomération et les communes membres. Ce pacte de gouvernance, en fait, donc j'en ferai pas une présentation très exhaustive, mais il acte en gros le fonctionnement tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire que le conseil communautaire est évidemment souverain, mais qu'il n'y a pas nécessité de conférence des maires puisque tous les maires sont présents au bureau communautaire et donc voilà, on a un certain nombre de fonctionnements comme ça. L'idée c'est d'acter ça. C'est ce qui se pratiquait sur le précédent mandat et c'est la façon, c'est ce qui se pratique aujourd'hui. Pas de sujet ni de remarques très particulières. C'est aussi de se donner des objectifs communs, donc de dire que nous sommes dans une agglo d'abord à taille humaine, de dire que nous sommes encore aujourd'hui très fiers de ne pas avoir été absorbés par le Grand Évry, Grand Paris Sud. Et donc, comme je le disais, d'avoir une agglo à taille humaine, une agglo fière de ses services publics et qui continue de développer du service. Voilà ce qu'on peut dire globalement sur ce projet de pacte de gouvernance. Je ne pense pas que ça appelle des remarques très particulières ou significatives. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer aux voix. Qui vote pour ce projet de pacte de gouvernance entre Cœur-Essonne et ses 21 communes membres? Unanimité, je vous remercie.
y compris les plus enthousiastes. Alors, sur le point numéro 3, ça va faire un lien avec l'actualité et avec ce qu'on disait en préambule du conseil municipal. Le point numéro 3 concerne la définition des objectifs et des modalités de concertation dans le cadre d'une déclaration de projet pour mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme, sur un sujet précis, puisqu'il s'agit du sujet collège. Donc l'idée, c'est de mettre en compatibilité notre PLU pour permettre, d'un point de vue réglementaire urbanistique, l'arrivée de ce collège. Donc nous nous apprêtons à voter cette démarche. Cette démarche, puisque c'est de toute façon la loi et puis nous n'avons rien à cacher, permettra aussi une concertation publique. Donc je vous invite toutes et tous à vous exprimer lors de cette concertation pour affirmer et indiquer non pas le soutien, mais l'urgence absolue de ce collège sur notre ville, et l'urgence absolue non pas dans 10, 20 ou 30 ans, mais le plus vite possible, puisque ça fait déjà 40 ans que nous l'attendons, que des communes de plus de 10 000 habitants qui n'ont pas de collège se font rares, pour ne pas dire uniques. Et donc voilà, il est fort probable, ou nous pouvons penser que peut-être certains s'opposeront ou viendront dire dans le PLU qu'un terrain pollué est tout à fait destiné à accueillir un collège. C'est envisageable, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, les faits le laissent penser. Moi, j'invite toutes et tous à dire le sujet, c'est dans quel délai nous voulons le collège. Si nous le voulons dans le 30 ans, effectivement, on a un peu le temps. Si nous le voulons le plus tôt possible, il s'agit de mettre les moyens pour avoir le collège le plus tôt possible. Et les moyens, c'est de mettre l'espace municipal dont nous disposons. Donc voilà ce que nous nous apprêtons à voter. Donc ce n'est pas la remise à plat du PLU, ce sera plus tard. Là, c'est vraiment une déclaration de projet pour le mettre en compatibilité sur ce sujet précis du collège. Mes chers collègues, je pense que nous aurons plaisir à faire un vote supplémentaire indiquant notre détermination à avancer sur ce projet de collège. Ça fait notre 3e vote en conseil municipal. Et puis, si jamais il y en a un par conseil, nous le ferons avec grand plaisir. Voilà ce que je peux dire. Bien, je ne pense pas que ça appelle une remarque particulière. Donc pour la définition des objectifs et le lancement de la déclaration de projet de mise en compatibilité du PLU pour notre futur collège, qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Et donc nous allons finir par quelque chose de relativement administratif, puisqu'il s'agit en fait de voter le ralliement de la commune à la procédure de renégociation du contrat du groupe d'assurance statutaire du centre interdépartemental de gestion, avec le masque, c'est compliqué. En gros, ça concerne la renégociation du contrat d'assurance pour les agents de la ville, et donc le CIG, Centre interdépartemental de gestion, sollicite les communes pour savoir quelles sont les communes qui se rallieraient à cette procédure. Et plus il y a de communes, plus nous serons nombreux, plus le CIG pèse lourd pour négocier avec un groupe d'assurance. S'il négocie pour 2 communes, il ne négociera pas de la même façon que s'il négocie pour 150 communes. Voilà, simplement. Donc l'idée, c'est bien de se dire qu'on se rallie à la procédure et que nous restons effectivement libres de notre choix si en fin d'analyse, ce choix ne nous convient pas. En tout cas, pour l'instant, on indique au CIG que nous nous associons à la procédure en cours. Voilà, mes chers collègues, je vous propose, je mets aux voix ce point numéro 4, qui vote pour. Écoutez, unanimité, je vous remercie. Nous n'avons pas d'autres sujets pour ce soir. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Comment ?